Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, Steve Martin, je suis le responsable des projets de prévention chez Harmonie Mutuelle. Et c'est toujours avec un grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'une heure environ, conférence assez ludique sur « Et si on repassait le code ?» Alors cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme national Demain s'invente aujourd'hui qui est proposé par Harmonie Mutuelle depuis maintenant de nombreuses années. Et ce programme est destiné à tous nos adhérents âgés de 50 à 70 ans. Il a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper, organiser ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle tranche de vie en autonomie et en bonne santé. Pour cette édition 2023, c'est pas moins de 21 webinaires qui ont été programmés. Nous vous proposons différentes thématiques animées toujours par des experts qui vous partageront conseils pratiques et points de repère pour passer d'une vie active à une retraite positive. N'hésitez pas à vous inscrire au dernier webinaire, il en reste quelques-uns, le programme est à jour jusqu'à février, sur le lien qui est joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur notre site Harmonie Prévention. Une documentation en lien avec la thématique est par ailleurs directement téléchargeable sur la touche Apps en bas à droite de votre écran. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et vos caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer au cours de la conférence, je vous invite à les inscrire dans l'onglet Chat qui est en bas à droite de votre écran. Si vous avez des questions, je vous invite également à les poser dans l'onglet Questions. Nous y répondrons systématiquement. David Boufford, formateur à l'Automobile Club de l'Ouest sur le circuit des 24 heures du Mans, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants, collabore régulièrement avec Harmonie Mutuelle. David, c'est à vous. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable rencontre. Eh bien bonjour, bienvenue à tous, vous êtes nombreux aujourd'hui, donc ça c'est vraiment agréable de vous intéresser à ce sujet. Alors aujourd'hui une petite conférence d'une durée d'1 heure approximativement, ça va dépendre des interactions qu'on va avoir ensemble et des questions que vous allez nous poser. On n'hésitera pas à s'arrêter pour y répondre bien sûr, sur la thématique du code de la route, et on va faire cette conférence sous forme de 12 questions. Alors, je vous invite d'ores et déjà à prendre un petit papier, un crayon ou ouvrir une note sur votre ordinateur ou votre téléphone pour jouer le jeu en fait. Simplement, notez vos réponses. À chaque fois qu'on va aborder une nouvelle question, je vais vous laisser quelques instants, en quelques secondes, pour noter la réponse, oui ou non. À chaque fois, ce sont des réponses assez fermées. Et puis à la fin, vous pourrez vous amuser à comptez vos points, ça va ajouter un petit côté ludique à toutes les connaissances qu'on va essayer d'évoquer pendant cette heure ensemble. Donc 12 questions, je vous l'ai dit, des apports d'informations et puis surtout des réponses à vos interrogations. Donc soit directement dans le chat, nos modérateurs sont là pour vous répondre directement, soit si on estime que ça mérite un développement plus important, on fera une petite pause pour répondre à ça. C'est parti, j'espère que tout le monde est prêt. Première question, le premier examen pratique du permis de conduire date de 1922, oui ou non? Donc je vous laisse quelques instants pour noter. Et on est parti. Alors, la voiture, vous le savez, c'est assez ancien, plus d'1 siècle aujourd'hui. Des modifications en ce moment, une révolution, l'électrification des voitures, etc. Des modifications aussi, des évolutions de la formation régulière pour s'adapter aux nouvelles pratiques, à l'évolution du trafic. Alors, qu'est-ce qu'il en était au tout début? Le premier code va apparaître en 1921 pour commencer à réglementer un peu la circulation, puisque on trouve les mêmes problématiques qu'aujourd'hui, les problèmes de partage de cet espace, la cohabitation entre les piétons, les charrettes à chevaux, et puis les premiers véhicules automobiles. Et donc, en 1852, un premier décret prévoit que quand on se croise, on doit serrer à droite pour faciliter le croisement, et puis des premières limitations de vitesse. Alors évidemment, ça nous fait sourire aujourd'hui, 30 km/h en race campagne et 20 km/h en ville, tout simplement pour ne pas faire peur, pour ne pas effrayer les chevaux. Donc bien loin de ce qu'on connaît évidemment aujourd'hui. Premier permis de conduire, tel qu'on le connaît, c'est-à-dire un certificat de capacité, assez limité quand même, en exigence, savoir démarrer, freiner, avoir quelques notions de mécanique.
Eh bien, c'est apparu en 1922. Aujourd'hui, 1 million de permis délivrés par an environ. Et puis, dans l'actualité, hein, vous n'êtes pas sans savoir que le passage du permis à partir de 2024 sera ouvert aux élèves à partir de 17 ans. C'est une modification importante qui a été défendue par Elisabeth Borne, donc qui fait l'actualité. Hein. On peut en discuter si vous le souhaitez. On continue avec un petit peu d'historique, donc 1922, premier permis de conduire, avec un examen pratique. En revanche, le premier examen théorique, le code qu'on connaît aujourd'hui, il est arrivé bien plus tard, en 1972, donc 50 ans plus tard, hein, c'est énorme. Alors que les premières auto-écoles sont arrivées dans la foulée du permis. Et le diplôme, la formation de moniteur auto-école, moi c'est ce diplôme que j'ai passé il y a quelques années, est arrivé en 1958. Alors évidemment, entre le premier permis de conduire et ce qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, il y a eu toute une évolution hein, pour s'adapter aux évolutions pratiques de l'automobile et puis aux évolutions de la réglementation, bien sûr. En 72, l'examen du code, c'était 40 questions. Et si on faisait plus de 10 fautes, eh ben on était ajourné. Ou sur une catégorie de fautes, tout ce qui est lié au dépassement et aux priorités, donc les questions de 13 à 26, 13 questions sur 40, fallait pas dépasser 2 fautes sur ces questions-là, sinon on était ajourné. Aujourd'hui, on est à 5 fautes sur 40, et avec des sujets bien plus vastes hein, sur la technologie, les aides à la conduite, sur l'éco-conduite, sur l'impact écologique de la conduite, etc. Donc on essaye le partage de la route avec les nouveaux usagers, hein, trottinettes, cyclistes, hein, de plus en plus représentés sur nos routes aujourd'hui. Donc évidemment une adaptation au fur et à mesure du temps. Je vous mets quelques exemples hein, de diapositives qu'on pouvait trouver à l'époque. Hein, vous voyez, Badgeina, parce que c'est relativement ancien. Noir et blanc, bien sûr, avec des questions qui nous paraissent très basiques aujourd'hui. Hein. Voiture de gauche, je dois vous céder le passage. Bon, je vous laisse y réfléchir. On en regarde une autre. À partir de ce panneau, je ne peux pas dépasser 110 km/h. Une question comme ça, on la poserait plus à des élèves aujourd'hui. Tout simplement parce que à l'époque c'était nouveau, donc pas forcément évident. Aujourd'hui on est tellement habitué que ça nous paraît si évident. Je suis bien placé pour tourner à gauche, oui ou non? Voilà, je vous laisse prendre connaissance tranquillement. Je peux dépasser cette voiture avec pour les amateurs de voitures anciennes hein, des photos intéressantes. Et pour info, toutes les réponses aux questions qu'on vient de balayer étaient les réponses A. Alors, si on met en parallèle un peu cette évolution de la formation, de l'examen, avec un peu de statistiques, la mortalité sur nos routes, eh bien, au début des années 70, c'est là où la mortalité était la plus élevée sur les routes de France. Là, on parle de la France, avec environ 17 000 décès sur les routes de France. Depuis le début des années 70, le trafic a été multiplié par 6 environ. Aujourd'hui, on a 40 millions de véhicules légers en circulation en France. Et on arrive aujourd'hui à une valeur relativement planchée, en dessous de laquelle on a du mal à descendre, d'environ 3000 décès. Donc pour simplifier, on va dire qu'on a un trafic qui a été multiplié par 6 et des décès sur les routes qui ont été, eux, divisés par 6, donc un gain colossal. Qui est en particulier dû à cette évolution de la réglementation, mais aussi à l'évolution de la formation, qui est plus précise aujourd'hui, hein, plus complète, et puis aussi dû à l'évolution des véhicules avec toutes les aides à la conduite qui sont arrivées petit à petit. Alors je vous ai mis quelques grandes dates, là, par exemple le port de la ceinture obligatoire, le port du casque obligatoire. Alors là, on se situe vraiment début des années 70. La baisse du taux d'alcool autorisé, début des années 80, les limitations de vitesse qui sont arrivées petit à petit, le permis à points que vous connaissez aujourd'hui, et puis un petit peu plus tardivement, début des années 2000, l'arrivée des radars automatiques, et puis des essais plus ou moins fructueux, comme en 2018, le 80 km/h sur le réseau secondaire par exemple. Donc, quoi qu'il en soit, on va retenir l'énorme gain quand même. Hein. Et puis, eh bien, la réponse était oui. Hein, le premier examen pratique du permis de conduire date de 1922. J'espère que vous aviez trouvé la bonne réponse. On continue avec la seconde question. On va parler maintenant de temps de réaction. Le temps moyen de réaction d'un conducteur est d'environ 1 seconde.
Pareil, je vous laisse allez, quelques secondes, hein, puisque on ne sait pas, peut-être que ça peut être plus long qu'une seconde, le temps de réaction. Hein. Alors déjà, c'est peut-être une notion qui vous est étrangère, ou en tout cas qui n'est pas tout à fait claire. Donc on va essayer de définir ce qu'est le temps de réaction. Le temps de réaction, c'est tout le temps qui va se passer entre le moment où on voit quelque chose, on perçoit une information, on entend ou on voit, principalement du visuel au volant évidemment, hein, jusqu'au moment où on va agir. On va freiner, on va accélérer, on va braquer, on va klaxonner, quelque chose comme ça. Et on va toujours passer par 4 phases qui sont inscrites sur votre écran, la perception, puis l'analyse, puis la prise de décision, puis enfin l'action. La perception, évidemment, pour 80% des infos qu'on va traiter au volant, ça va être du visuel. Et donc, tout de suite, ça nous donne 2 limites, l'acuité visuelle et la largeur du champ de vision. Évidemment, toutes les informations qu'on a ratées, eh bien, derrière, on ne pourra pas les traiter correctement. Ensuite, vous voyez, les 2 phases intermédiaires sont traitées par le cerveau. Et là aussi, on voit des limites. Notre cerveau, il a un fonctionnement qui peut être de temps en temps un peu moins bon ou de temps en temps un peu meilleur. On peut parler par exemple d'une bonne concentration ou au contraire d'une inattention. On peut parler de tous les produits qui vont agir sur son fonctionnement, tels que l'alcool, les médicaments, même des médicaments bénins. On va refaire un petit point là-dessus un tout petit peu plus tard. Évidemment, les stupéfiants. Qui font que ce temps d'analyse et de décision va être dépendant de notre état physiologique, stress, fatigue et tous les produits qui agissent sur le cerveau, mais aussi de notre état, on va dire, de conducteur, notre expérience, notre inexpérience, hein, qui va nous amener à avoir des prises de décision plus ou moins rapides. Ensuite, sur la phase action, eh bien là aussi, on peut avoir des limitations. Hein, par exemple, des limitations de mobilité articulaire, hein, de l'arthrose cervicale, hein, de l'arthrose dans les genoux. Vous nous empêchez d'être plus ou moins rapide sur les actions qu'on va faire. On va aller voir ce que représente environ le temps de réaction. Donc, en temps de réaction moyen, ça va tourner autour d'une seconde. Et ça va être assez peu dépendant. Ça, c'est l'expérience du formateur, hein, qui voit des gens de profils vraiment très différents chaque jour. Hein, c'est mon quotidien. Et en fait, le temps de réaction, moi, ce que j'observe tous les jours, c'est qu'il ne varie pas tellement suivant la personne, pardon, mais plutôt suivant comment on va aborder une situation. En moyenne, ça va être une seconde. Ça a déjà quand même des conditions. Hein. Il faut être concentré, il faut être à ce qu'on fait. Il faut être en pleine possession de ses moyens, c'est-à-dire pas fatigué, pas alcoolisé, pas sous l'emprise de médicaments ou de drogue, pas inattentif. Hein. Je pense au téléphone portable, mais aussi à tous les distracteurs qu'on a dans une voiture moderne, comme certaines commandes qui vont nous demander d'aller viser sur un écran tactile pour aller, par exemple, mettre un peu plus chaud, un peu plus froid, aller choisir une aide ou entrer la destination d'un GPS. Quelle distance représente ce temps de réaction? Eh bien, une seconde, quand je roule à 50 km/h en ville, c'est pas une vitesse très élevée, hein, eh bien, pendant ce temps de réaction moyen d'une seconde, je vais parcourir une quinzaine de mètres avant de toucher mes freins. Une quinzaine de mètres pendant lesquels il n'y a aucune modification d'allure sur la voiture. Hein. Donc 15 mètres, hein, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la longueur approximative d'un semi-remorque. Et puis, je vous ai mis quelques exemples en dessous. Si vous voulez un petit moyen mémotechnique, vous prenez le chiffre des dizaines de votre vitesse, vous le multipliez par 3 et ça vous donnera la distance approximative que vous parcourez pendant ce temps de réaction moyen. Une question. Oui. Juste, c'est Marie-Christine qui demande, quand on a une voiture automatique, Oui. pour faire un arrêt, y a-t-il quelque chose de particulier à réaliser par rapport à une voiture normale, par rapport au temps de réaction ou pas? Alors absolument non, absolument rien de particulier. La seule règle, c'est qu'on doit avoir un arrêt complet, hein, de la voiture. Et bien souvent, moi ce que je vois en stage pratique, c'est des gens qui ont la sensation de s'être arrêtés, mais qui en fait ne se sont pas arrêtés. Et souvent, nous, on prend les images d'une caméra et on voit que on a beaucoup de stops légèrement glissés. Donc on doit être à l'arrêt complet à un stop. C'est la règle, sinon on risque 4 points et une amende.
Alors comment faire ça de la façon la plus facile? Et ceux qu'on ait une boîte mécanique ou une boîte automatique, ça ne change rien. Eh bien simplement, on ne regarde pas avant, à droite et à gauche. On va marquer son arrêt et ensuite, eh bien, on prend l'information et on prend sa décision et on y va. Et contrairement, pour finir sur cette question, contrairement à ce qu'on entend souvent, il n'y a pas de durée minimum d'arrêt à un stop. Ça, c'est de la science-fiction. Donc pas d'arrêt minimum, mais en revanche, on doit être arrêté complètement à un moment. Voilà. Si les réponses aux questions sont pas claires, ne faut pas hésiter à revenir dessus. Je reviens sur le temps de réaction. Donc évidemment, il va varier aussi selon la complexité de la situation que j'ai à traiter. Au volant, on va faire un certain nombre de gestes qui sont purement automatiques, passer un rapport, mettre un clignotant. C'est notre cerveau qui nous envoie par l'habitude ces gestes qui ne nous demandent pas de charge mentale particulière et donc qui ne prennent pas beaucoup de temps. On a un deuxième niveau, un petit peu plus long, tout ce qui est une réponse à une règle. Je vois un feu rouge, je freine pour m'arrêter. La même chose pour un feu orange. Un tout petit peu plus long, mais on reste dans des prises de décision simples et donc courtes. En revanche, j'arrive dans un carrefour très chargé. La circulation est dense. J'ai des cyclistes, j'ai des trottinettes, j'ai des voitures, j'ai des bus, j'ai une ligne de métro. Bref, j'ai une situation compliquée à interpréter, à analyser. Alors là, ce qu'on appelle une résolution de problème, mon temps d'interprétation, vous vous souvenez, la phase intermédiaire, va être bien plus long et donc va amener mon temps de réaction à augmenter. Et donc, si on veut synthétiser, au mieux, on aura des temps de réaction de l'ordre d'une demi-seconde et au pire, on aura des temps de réaction de l'ordre de 2 secondes, avec une moyenne intermédiaire à 1 seconde. Voilà ce qu'on peut dire. Autre facteur qui va modifier notre temps de réaction, bien notre niveau de vigilance. Et on sait que statistiquement, les accidents arrivent plutôt quand on est moins vigilant. On est moins vigilant, par exemple, en ligne droite. On est moins vigilant sur des routes qu'on connaît bien. Et on est moins vigilant quand les conditions météo sont plutôt correctes. Et avec ces 3 facteurs-là, ligne droite, temps correct et route qu'on connaît, eh bien, on couvre 3/4 des accidents mortels. Pour en particulier cette raison. Plus on va baisser de vigilance, et plus notre temps de réaction va augmenter dans des proportions très importantes. Et puis autre chose, le facteur stress qui va être plutôt non pas un facteur de concentration et donc de performance, mais plutôt un facteur de contre-performance. On continue avec en lien avec ça, étant donné qu'on a besoin de temps pour réagir, eh bien quand on suit quelqu'un et que ça freine de manière brusque devant nous, eh bien on sait maintenant qu'on ne va pas freiner tout de suite, on va freiner en moyenne 1 seconde plus tard, et je vous rappelle qu'il n'y a aucune modification d'allure pendant cette seconde de temps de réaction, à supposer qu'on soit déjà concentré, etc. Et donc, dans l'idéal, il faudrait se conserver, avec les véhicules qui nous entourent, un matelas de sécurité. Un matelas de sécurité latéral, on va parler d'1 mètre en agglomération, distance de sécurité latérale quand on dépasse un vélo, une trottinette, un piéton. 1,50 m hors agglomération, puisque les vitesses étant plus élevées, le risque est plus élevé. Mais considérez ça comme un minimum. Et s'il y a de la place, n'hésitez pas à mettre plus de distance de sécurité. Et puis, dans le sens de la marche, avec le véhicule qu'on est en train de suivre, comme sur le petit schéma que vous voyez à gauche de votre écran, on va prendre un repère fixe, ici un arbre, et dans l'idéal, il faudrait avoir 2 secondes d'écart entre la voiture qui est devant nous et nous-mêmes. Et pour ça, dès que la voiture qui est devant nous passe ce repère fixe, vous allez vous dire à l'intérieur de votre tête, si vous ne voulez pas passer pour un fou, 2 mots de 3 syllabes. Vous pouvez le faire aussi si vous avez du monde dans la voiture, mais ils vont se demander ce que vous faites. Par exemple, harmonie, harmonie. Si vous avez le temps de dire ça entre le moment où la voiture qui est devant vous a passé le repère fixe que vous aviez pris et le moment où vous arrivez dessus, vous avez votre bonne distance de sécurité, celle qui vous garantira un minimum de sécurité. Si les routes sont mouillées, c'est beaucoup le cas en ce moment, les routes sont froides et beaucoup humides, eh bien on peut augmenter cet espace à 3 secondes. Alors, votre temps de réaction ne va pas augmenter, mais en revanche, les distances de freinage de la voiture vont, elles, augmenter.
Donc, le temps moyen de réaction d'un conducteur est d'environ 1 seconde. Eh bien, la réponse est oui. On continue avec la troisième question, à 80 km/h. Je vous rappelle, la limitation par défaut sur le réseau secondaire aujourd'hui. Mon champ visuel est d'environ 120 degrés. Donc pareil, quelques secondes pour noter votre réponse. Et on continue. Alors, champ visuel, nous sommes des êtres humains, tous là, ceux qui nous écoutez. Et donc, un être humain, il a des limitations physiologiques. Vous le voyez, le temps de réaction, on en a parlé, mais des limitations visuelles aussi. Alors, il y a peut-être parmi vous des porteurs de lunettes. Un petit rappel, l'acuité visuelle légale minimum, c'est 5/10 par l'addition des 2 yeux. Donc on va dire que le code de la route est très très peu exigeant sur ce sujet, et donc on va faire appel plutôt à votre responsabilité personnelle pour corriger votre vision. Mis à part cette question, dans une voiture moderne, à la différence de la 2 chevaux qu'on voyait sur les diapos précédentes, eh bien la visibilité périphérique n'est pas forcément très bonne. Alors on a des montants de pare-brise assez inclinés, assez épais, montant de carrosserie 3/4 arrière assez important, des vitres qui ont tendance plutôt à rapetisser, alors pour des bonnes raisons, cela dit, nous protéger au mieux en cas de choc, mais cette sécurité passive là génère une vision périphérique avec des angles morts. Ça c'est le premier problème, les angles morts liés à la construction du véhicule. On va en reparler juste après. Et puis physiologiquement, un être humain n'est pas fait pour se déplacer à des vitesses qu'on pratique en voiture. La vitesse de déplacement gérable d'un être humain, quand on court à une vitesse maxi, on va dire, ça va être de l'ordre de 30 km/h. À 30 km/h, mon champ visuel, il est déjà un petit peu réduit, mais j'en garde l'immense majorité. Là, devant mon écran, vous avez tous à peu près 180 degrés de champ de vision, vous êtes immobile, et puis plus on va se déplacer vite, plus le cerveau va faire un tri et se concentrer sur l'avant. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Avec une évolution très rapide, à 80 km/h, ce qui n'est pas une vitesse supersonique, on n'a pas l'impression de se déplacer vite, notre champ de vision est déjà divisé par 3. On passe de 180 degrés à 60 degrés. Alors, on continue. Alors, petite question sur les ronds-points. Je vous propose de l'évoquer un petit peu plus tard dans les slides, puisqu'on va en parler de la question des ronds-points. Ça, c'est vraiment une question récurrente. Donc, on va faire un petit point précis là-dessus, un tout petit peu plus tard. On continue sur les angles morts avec les différences entre véhicules. Sur un 2 roues, évidemment, ils sont très réduits. Ils sont en particulier liés aux angles morts de la visière du casque. Mais sinon, on peut facilement avoir une vision directe sur tout l'environnement latéral et derrière nous. Dans une voiture un petit peu plus important, puisque les rétroviseurs ne couvrent pas tout le flanc de la voiture. Là, on a déjà une zone d'angle mort, puis on en a parlé, toute la zone lunette arrière, montant 3/4 arrière, montant de pare-brise, nous donne des zones de non-vue. Dans un poids lourd, alors peut-être parmi vous, certains ont le permis poids lourd ou ont pratiqué, cette zone d'angle mort, elle est encore bien plus importante. On estime sur l'image là qu'on vous a schématisé à environ 70 mètres carrés la surface concernée par ces angles de non-vision pour un chauffeur correctement installé avec des rétroviseurs bien réglés du fait du gabarit de son véhicule. Évidemment, 70 mètres carrés, on peut cacher des tas de véhicules dans cet espace. Donc à 80 km/h, mon champ de vision est d'environ 120 degrés. La réponse était non. Alors je vois des questions dans le chat. Ne serait-il pas judicieux de voir ensemble ce qui a évolué ces dernières années sur la signalétique? Alors soyez pas trop impatients, on va parler des nouveaux panneaux et des nouvelles réglementations. Ça fait partie des questions abordées. Alors, 4e question. Le taux d'alcoolémie d'un jeune conducteur ne doit pas dépasser 0,2 g par litre de sang. Allez, encore quelques secondes.
Et nous sommes partis sur la question de l'alcool au volant. Alors, petit rappel statistique, hein, l'alcool au volant est la première cause de mortalité sur les routes de France, et ça, c'est une statistique qui est stable depuis très longtemps. Alors, pour quelles raisons? Déjà, des effets de l'alcool sur la conduite, sur la physiologie. On a parlé du temps de réaction tout à l'heure. Eh bien, à 0,3 grammes par litre de sang, c'est-à-dire en dessous de la réglementation légale française, notre temps de réaction est déjà augmenté de 50%. En moyenne, on l'a dit, 1 seconde, eh bien à 0,3 grammes par litre, il sera d'environ 1 seconde 5. Alors ramené à une vitesse standard, 90 km/h par exemple, ça suppose que en moyenne, je parcours 25 mètres pendant mon temps de réaction. Et si je suis à 0,3 grammes par litre de sang, c'est-à-dire pas encore dans la zone de verbalisation, eh bien, je perds 12 mètres parcouru pendant ce temps de réaction. Autre limitation, mon champ de vision. On a dit qu'il se réduisait avec la vitesse, eh bien, il va se réduire encore plus avec l'effet de l'alcool. Donc, temps de réaction plus long, champ de vision plus réduit, avec un regard qui est plus fixe vers l'avant, alors même que dès 0,2 grammes par litre, on a déjà une petite sensation légère d'euphorie, un léger optimisme. Ça, je ne vous apprends rien. Donc, sans être ivre-mort, on a déjà le combo gagnant là, ou perdant, ça dépend du point de vue, des performances physiologiques moindres, alors que on est plus optimiste au volant, en termes de vitesse, en termes de vitesse de passage dans un virage, en termes d'estimation des vitesses et des trajectoires des autres, etc. Donc on comprend vite pourquoi l'alcool est la première cause d'accident depuis longtemps. Et ce, encore plus en début de carrière, chez les 18-24 ans. Question, est-ce que ce champ visuel qui est réduit avec l'alcool peut être aussi réduit avec l'âge? Ok, alors ça c'est une bonne question. Effectivement, on a des limitations visuelles qui vont apparaître avec l'âge. La conférence s'adressait aux seniors, donc statistiquement, c'est une classe d'âge qui va démarrer aux alentours de 60 ans. Mais en revanche, moi, je viens de fêter mes 45 ans et il y a déjà des limitations visuelles qui arrivent à cet âge-là. Par exemple, la résistance à l'éblouissement va être sévèrement réduite à partir d'une quarantaine d'années environ. Un œil neuf, on va dire, aux alentours de 25 ans, va mettre environ 2 secondes à récupérer une vision parfaite après un éblouissement. Mais plus proche des 10 secondes pour recouvrer une vision parfaite à partir de 40-50 ans. Et puis évidemment après ça va se dégrader lentement, pas d'un seul coup à 60 ans et un jour évidemment, mais lentement, ce qui fait que c'est assez pernicieux. Et en termes de champ de vision, alors c'est un petit peu moins le cas. Le champ de vision dépend essentiellement de la correction qu'on a de notre vision, donc si on fait l'effort de se corriger, et l'immense majorité des gens le font, ça va pas avoir trop d'impact. En revanche, il peut y avoir d'autres impacts, par exemple des problèmes de mobilité articulaire, qui font que le regard va être un petit peu moins mobile. Et c'est ça plutôt qui va faire perdre un petit peu d'informations. Donc je vous invite à essayer quand vous êtes au volant, d'imaginer comme un radar en fait, qui va tout le temps balayer à la recherche d'informations. Bien, votre regard, il doit être aussi un peu mobile. Dès qu'on a géré une situation, on va chercher d'autres informations. Ça va permettre de limiter ces pertes d'informations liées à la réduction du champ de vision. C'est valable pour tout le monde, un petit peu plus prédominant chez les seniors. Et concernant l'acuité visuelle en lien avec le fait de conduire un véhicule léger ou un véhicule poids lourd, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il faut une acuité visuelle minimale pour, par exemple, un permis poids lourd? C'est ce que pose François comme question. Alors, c'est la même règle du code de la route, les 5/10 d'acuité visuelle pour les 2 yeux cumulés. En revanche, pour le permis poids lourd, on a une visite médicale tous les 5 ans, jusqu'à 60 ans, et tous les 2 ans à partir de 60 ans pour des gens qui continueraient de vouloir l'utiliser. Donc il y a une vérification régulière, c'est la seule différence. Mais l'exigence est la même. On a parlé rapidement des stupéfiants, ça fait partie des conduites à risque qu'on trouve aujourd'hui dans les statistiques d'accidents. Je vous ai mis quelques conséquences, elles ne sont pas forcément les mêmes que l'alcool. On va parler de baisse de la vigilance, éventuellement de conduite agressive dans le cas de la cocaïne,
Dans tous les cas, le temps de réaction va avoir tendance à augmenter. Les facultés visuelles et auditives sont moins bonnes. Un petit point sur les sanctions, rapidement. Les pertes de points, qu'on soit alcool, stupéfiant, c'est toujours 6 points. Suspension de permis qui arrive tout de suite. Amende forfaitaire, 4e classe, 135 €. Et éventuellement, si on passe dans le cadre d'un délit, c'est le cas pour les stupéfiants ou pour une alcoolémie importante, au-delà de 0,8 grammes par litre, alors là, ça devient à la sensibilité, enfin à la demande du juge, jusqu'à 4 500 € d'amende. Pour les jeunes conducteurs, il existe une limite différente qui va être de 0,2 grammes par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré quand on souffle dans un éthylotest au bord de la route. Donc limite un petit peu plus faible. Il n'y a pas de limite à 0 en France, ça n'existe pas. C'est une idée qui a été adoptée par certains de nos voisins européens. C'est pas le cas encore en France. Là encore, sujet ouvert à la discussion. Donc le taux d'alcoolémie d'un jeune conducteur ne doit pas dépasser 0,2 grammes par litre de sang. La réponse était oui. On continue. Alors je vois que les médicaments, c'est une question qui vous intéresse. Eh bien voilà, on va en parler maintenant. En cas d'accident, la prise de certains médicaments peut engager votre responsabilité. Voilà, je vous laisse quelques instants pour répondre à cette question. On sait que la France est un pays assez consommateur de médicaments, ça je vous apprends rien. Maintenant, est-ce qu'il y a des vraies conséquences sur l'aspect conduite? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors oui, évidemment, on peut penser à des médicaments basiques, ceux qu'on a tous dans notre pharmacie, pour lutter contre le rhume, contre une fatigue passagère. C'est le cas en ce moment, en début d'hiver par exemple. Des stimulants, des antihistaminiques, des antitoussifs. Même des médicaments comme ça peuvent amener des effets secondaires. Augmentation de la somnolence, trouble de la vision, des vertiges, des conséquences qui ne sont pas vraiment compatibles avec l'activité de conduire. D'où la présence sur les boîtes de médicaments, c'est une obligation aujourd'hui, des petites vignettes triangulaires qu'on vous a représentées sur la droite de l'écran. Donc vignette jaune, ça vous indique juste qu'il y a des effets et que pour les connaître, il faut lire la notice de ce médicament pour être attentif aux éventuels effets secondaires qu'on pourrait ressentir. Vignette orange, là ça vous demande l'avis consultatif d'un professionnel de santé. Exemple, votre pharmacien, votre médecin, sur les effets secondaires, avoir l'avis vraiment d'un professionnel, pas simplement lire la notice. Et puis vignette rouge, alors là c'est différent, là on doit avoir l'aval, c'est-à-dire l'autorisation d'un médecin pour conduire. C'est le cas par exemple de certains médicaments liés à des troubles cardiaques, à des troubles neurologiques, qui sont vraiment incompatibles avec la conduite. Et donc ça c'est le médecin qui va autoriser ou pas la conduite, ou éventuellement suspendre le permis, le temps de trouver par exemple le bon dosage d'un médicament. Ça peut être le cas. Je vous donne un exemple précis pour que ce soit plus clair. Quelqu'un de ma famille qui a fait un malaise épileptique, qui n'était pas épileptique, qui a jamais fait ça de sa vie, il a été admis à l'hôpital après ce malaise. C'était pas au volant, c'était pendant son sommeil. Le médecin a dit que ce genre de malaise pouvait réapparaître, en particulier lors d'une phase de conduite, et donc à stopper le permis, le temps de trouver les causes et de trouver le bon dosage d'un médicament. Et une fois ça fait, cette personne a recouvré l'usage de son permis. Voilà, c'est un petit exemple pratique. Il y a 6 pathologies en France qui sont sous l'autorisation médicale pour conduire. Pas encore de visite médicale pour les seniors, comme on entend parler en ce moment. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. Retenez tout de même que sur la prise de médicaments, en cas d'accident, votre responsabilité peut être retenue. Par exemple, vous conduisez avec des médicaments vignette rouge niveau 3, soumis à l'autorisation d'un professionnel de santé qui vous a interdit ou suspendu le permis.
eh bien, c'est votre responsabilité qui pourrait être retenue. Donc vraiment attention à ça. Et puis, plus largement, il y a aussi des problématiques liées à la fatigue ou à la somnolence. Je vous rappelle que la somnolence est le premier facteur d'accident sur l'autoroute, loin devant la vitesse, le téléphone, l'inattention, etc. Donc, soyez attentifs aux premiers signes de la fatigue, les bâillements, les yeux qui piquent, la nuque un petit peu raidie. Vous savez plus trop comment vous asseoir sur votre siège. N'hésitez pas à faire des pauses régulières. Alors, je vais pas dire toutes les 2 heures parce que ça va dépendre vraiment de comment vous vous sentez. Soyez plutôt à l'écoute de vos sensations. Et puis, surtout, premier signe qui doit vraiment vous alerter, les périodes de micro-sommeil où vos yeux vont se fermer pendant quelques secondes. Et c'est là le danger réel, le danger de la somnolence, parce que au moment où on va s'endormir, on va pas se voir partir, un peu comme quand vous êtes endormi hier au soir. Vous savez dire quand vous étiez fatigué et que vous avez éteint la lumière. Par contre, l'heure précise à laquelle vous êtes endormi, ça, aucun de nous ne peut le savoir. Eh bien, au volant, c'est exactement la même chose. Et donc, soyez attentifs à ça. Quelques périodes vraiment plus critiques. Le déjeuner, après le déjeuner, entre 13h et 16h, puis au cœur de la nuit, en fait, là où notre cerveau est prévu pour faire des cycles de repos, tout simplement. Ça ne nous empêche pas d'être actifs, mais il faut savoir qu'on est moins performant. Donc, réponse à cette question, elle est évidemment positive. La prise de certains médicaments peut engager notre responsabilité. On continue, on est à mi-parcours. En agglomération, un excès de vitesse de 10 km/h entraîne la perte d'un point de permis. Oui ou non? Là encore, quelques instants pour y répondre. Et nous allons enchaîner. Alors, quelques petits rappels de physique. 17h30, il fait nuit, vous êtes en forme. On va faire un petit cours de physique. De quoi dépend la distance de freinage d'une voiture, tout simplement? Eh bien, on vous a mis quelques exemples très précis. Distance de freinage d'une voiture à 50 km/h, freinage d'urgence, une douzaine de mètres. La même chose en roulant 2 fois plus vite, 100 km/h au lieu de 50, eh bien, on va s'arrêter 4 fois plus loin. 2 fois plus vite, 4 fois plus loin. Et pourquoi? Vous le voyez sur la formule juste à côté, avec le petit Einstein. La distance de freinage d'une voiture dépend de la vitesse au carré. Et donc, si je me déplace 2 fois plus vite, eh bien, je vais avoir une distance de freinage 4 fois plus longue. C'est cette même énergie cinétique qu'on va subir en cas de choc. Et par exemple, on vous a mis les chances de survie d'un piéton lors d'un choc voiture-piéton. À 30 km/h, elle s'élève à 90%. À 50 km/h, ça chute de manière drastique, environ 20% de chances de survie, et à 70 km/h, 0% de chances de survie. Donc ce qu'on va retenir, au-delà de la sanction, on va en parler juste après, c'est d'essayer d'adapter son allure aux circonstances. Exemple, 2 voitures identiques avec un conducteur qui a un temps de réaction identique. L'une se déplace à 50 km/h et l'autre se déplace à 60 km/h. L'exemple qu'on vous demande. Petit excès de vitesse que les uns et les autres on s'autorise facilement. Eh bien, quand la voiture à 50 km/h aura une distance d'arrêt, donc réaction plus freinage d'environ 25 mètres, et donc sera à l'arrêt complet 25 mètres après, eh bien la voiture, avec le même temps de réaction mais qui roulait à 60, sera encore à 40 km/h environ, là où l'autre s'est arrêté, avec les conséquences qu'on vient de voir. Donc finalement, des petits excès de vitesse limités, que la sanction même nous dit qu'ils ne sont pas très graves, peuvent avoir des conséquences, là encore, si on doit avoir une situation potentielle à gérer. On l'a parlé tout à l'heure, on peut avoir un temps de réaction plus court qu'1 seconde, tout simplement en anticipant les problèmes, en se préparant à freiner, en imaginant des scénarios potentiels qui pourraient dégénérer devant vous. Et là, l'expérience est notre allié, évidemment. On peut descendre notre temps de réaction à 1 demi-seconde, et ça, c'est valable pour tout le monde. Et un petit exemple, là, en roulant à 50, eh bien, quelqu'un qui a anticipé sera arrêté à l'endroit où quelqu'un qui n'a pas anticipé, mais roulant à la même vitesse, sera encore à 38 km/h.
Petit point sur les sanctions. Alors, on peut subir des sanctions pour une vitesse anormalement réduite, tout comme une vitesse excessive. Bien sûr, les deux peuvent être dangereux. Alors, vitesse excessive sans moyen de vérification, sans radar, pas de perte de points, 135 €. Vitesse anormalement réduite, eh bien 35 € d'amende. Et puis ensuite, entre ces deux extrêmes, eh bien c'est le chiffre des dizaines de l'excès qui va nous donner la perte de points. De 1 à 19, je vais perdre 1 point. De 20 à 29, je perds 2 points, etc. À partir de 40, je perds 4 points. Et au-delà de 50, c'est forfaitaire, c'est 6 points. Donc au-delà de ces sanctions, puisque vous voyez là, si vous roulez 10 km/h au-delà de la limitation, finalement la sanction n'est pas si importante. 1 point, une amende pas si énorme. Retenez plutôt l'impact si la situation dégénère. C'est surtout ça qui va être intéressant à gérer. Donc en agglomération, un excès de vitesse de 10 km/h entraîne la perte d'un point de permis, c'est oui. Question numéro 7. En cas d'absence du contrôle technique, je risque une immobilisation de mon véhicule. On l'a vu tout à l'heure dans les statistiques de mortalité, on a un gain énorme. Eh bien, le contrôle technique fait partie des causes, des facteurs qui expliquent qu'on a moins de voitures défectueuses avec des freins ou des pneus en mauvais état, grâce au contrôle technique qui a épuré un petit peu le parc de véhicules. On rappelle que le contrôle technique porte essentiellement sur les éléments de sécurité, la visibilité, le fonctionnement des feux, la pollution, le frein, les pneus, etc. et non pas forcément sur l'usure. Donc c'est pas forcément un critère, si vous achetez une voiture d'occasion par exemple, un critère de qualité, ça ne vous renseignera que sur la partie sécurité et pollution. Une voiture peut très bien avoir un bon freinage avec des plaquettes ou des disques usés par exemple, qui ne seront pas forcément soumis à une contre-visite. 3 résultats possibles, favorables, pas de contre-visite nécessaire. Première étape, défavorable avec des défaillances majeures, et à ce moment-là, on a 2 mois pour corriger, pour réparer. Ou alors défavorable avec des défaillances critiques, dont la voiture là, ne peut pas rouler, le contrôle il est valide le jour même, et seulement le jour même, pour emmener la voiture au garage, avec 2 mois ensuite pour faire réparer les défauts. Et se présenter à la contre-visite. Donc ce premier contrôle technique arrive au bout de 4 ans, puis tous les 2 ans. Les sanctions, amende forfaitaire, 135 €. Et puis si on dépasse le délai pour les contre-visites de 45 jours, eh bien on peut aller aussi jusqu'à une immobilisation du véhicule. Donc ça c'est vraiment important, vraiment une sanction importante. Petite attention pour ne pas vous faire éconduire au contrôle technique, petite attention à vos pneus. Et du coup, les pneus, c'est le premier organe de sécurité. Nous, c'est ce qu'on répète tout le temps en stage pratique. On ait une voiture récente ou vieille, avec des aides à la conduite ou pas, le pneu, c'est le seul lien avec la route. Donc, soyez attentifs à vos pressions de pneus. On vous conseille une vérification mensuelle de l'état de vos pneus, des pressions. Ça vous permettra d'avoir un contact visuel aussi avec eux. En cas d'infraction, par exemple, un pneu pas adapté, au-delà du repère d'usure, on vous rappelle que c'est 135 € d'amende par pneumatique et éventuellement l'immobilisation de votre voiture. Puis encore une fois, au-delà des sanctions, si on prend un petit peu de recul, ça vous permettra d'avoir une voiture qui freine de manière optimale, qui a une tenue de route optimale, de ne pas avoir des pneus sous-gonflés qui ouvrent la porte à un éventuel éclatement. Et puis au passage, ça vous permet de faire des économies puisque vous consommerez un petit peu moins avec des pneus correctement gonflés plutôt que des pneus sous-gonflés. Donc en cas d'absence de contrôle technique, je risque une immobilisation de mon véhicule. La réponse est positive, c'est oui. On continue. Sur autoroute, en cas de visibilité inférieure à 50 mètres, je suis limité à 70 km/h. Quelques secondes pour me donner votre réponse et un petit rappel du coup sur les limitations de vitesse en vigueur en France.
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, ce tableau est assez clair. En tout cas, visibilité inférieure à 50 mètres, partant de brouillard par exemple, eh bien, dans tous les cas, quel que soit le réseau routier sur lequel on se trouve, autoroute y compris, on sera limité à 50 km/h. Tout simplement parce que dans le cadre d'une visibilité inférieure à 50 mètres, c'est la vitesse maximum qui nous permet de nous arrêter dans cet espace, hein, logique. On va parcourir à peu près 15 mètres pendant le temps de réaction. Si la route est mouillée, et c'est souvent le cas en temps de brouillard, notre distance de freinage va être augmentée. Hein, on va être entre 15 et 20 mètres. Donc au top minimum, avec un temps de réaction au top et un bon freinage, on sera à 35 mètres de distance d'arrêt. Donc c'est-à-dire que dès lors qu'on va se déplacer un petit peu plus vite, eh bien entre le moment où on voit la difficulté et au moment où on est dessus, on n'aura juste pas le temps nécessaire pour gérer la situation. Voilà pourquoi cette limitation de vitesse. Sur autoroute, on rappelle que c'est 130 par défaut, donc limitation de vitesse, hein, ça veut dire que c'est une vitesse maxi autorisée. Souvent en France, on s'autorise des petits dépassements liés à la marge d'erreur des radars, etc. Bon, on rappelle quand même que c'est une vitesse maxi autorisée. Par temps de pluie, pas simplement quand les essuie-glaces fonctionnent, hein, mais quand la chaussée est mouillée, 110 pour compenser l'allongement des distances de freinage. Sur les autoroutes urbaines, donc deux voies, de chaussées séparées par interplein central, 110 par défaut, 100 par temps de pluie. Et puis sur le réseau secondaire, 80 par défaut, sauf indication contraire, hein, 90, 70, etc. Mais là, il y aura un panneau, et en ville, 50. Voilà, petit rappel rapide des limitations de vitesse. Évidemment, en France, on roule à droite, un petit rappel, mais étant donné ce qu'on voit sur les routes, ça peut valoir le coup de le rappeler. Donc, y compris sur l'autoroute, on doit rouler à droite, sauf si on dépasse. Et puis, quand il y a 3 voies, on rappelle que pour les poids lourds, la 3e voie est interdite, hein, pour laisser la place au plus rapide, on va dire, une voie libre pour les dépassements. Bon, ça, on en a déjà parlé, je passe. Et donc la réponse à cette question 8, sur autoroute en cas de visibilité inférieure à 50 mètres, je suis limité à 70 km/h. Eh bien non, c'est 50. Les ronds-points, alors j'ai vu dans les questions que ça faisait partie des questions récurrentes. Alors pour aller tout droit, imaginez vous arrivez à un rond-point, vous voulez aller tout droit, il est préférable de rester sur la voie de droite, oui ou non? Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on va faire le tri entre les idées reçues et la réalité. Alors, schéma d'un rond-point classique. Oui, Françoise, une question peut-être? Alors, il y a pas mal de questions sur le chat concernant des situations pratiques rencontrées sur la route. C'est vrai que beaucoup d'informations sont à la connaissance des participants. Ouais. Mon point en fait partie. Donc, je sais que vous allez l'aborder. Je vais essayer de partager parce qu'effectivement, l'animatique ne va pas se réaliser. Je vais essayer de partager mon PPT pour que l'animatique puisse se réaliser. Oui, ou alors je peux l'illustrer avec la diapo d'après, un peu le placement, les clignotants, etc. Il n'y a pas de souci. OK. Alors, comment on va gérer les ronds-points? Il y a plusieurs choses intéressantes à gérer dans les ronds-points. D'abord, l'approche, comment je vais gérer la communication et mon placement, voie de droite, voie de gauche. Ensuite, quand je suis dans l'anneau, comment là aussi je vais gérer mon placement, ma communication, mes éventuels changements de fil. Et puis la sortie. Alors, on vous a mis sur ce schéma les recommandations, on va dire, puisqu'il n'existe pas d'obligation. Et donc, si on prend la première moitié, la moitié de droite, à votre droite, les flèches en rouge, donc toutes les sorties jusqu'à aller en face, on va plutôt préférer la voie extérieure, la voie de droite. En termes de clignotant, si je prends la première sortie, avant même d'entrer sur le rond-point, je vais signaler aux autres que je vais sortir à la première sortie. Et donc, clignotant à droite avant même de rentrer. Tout simplement comme une intersection classique en T. Si je vais plus loin maintenant, admettons la 2e ou 3e sortie sur notre schéma, eh bien je vais rentrer dans l'anneau sans clignotant et indiquer aux autres, juste avant que je sorte, avec mon clignotant à droite, la sortie que je veux prendre. Maintenant, si je vais dans la 2e moitié du rond-point, on recommande de se placer en voie intérieure, donc les flèches bleues sur notre schéma, avec le clignotant gauche avant même d'entrer dans le rond-point, évidemment.
Mais ça implique une difficulté supplémentaire, c'est qu'on doit faire un changement de voie au moment, un petit peu avant le moment où on va sortir. Et ce changement de voie n'est jamais une manœuvre anodine, puisqu'on a la problématique des angles morts dans une voiture, et puis de la circulation qui est assez dense aujourd'hui. Donc il faudra bien prendre garde avant de changer de voie, de bien communiquer ses intentions. Donc clignotant systématique. Souvent, nous, on entend dire, bah oui, mais il y avait personne, donc j'ai pas mis de clignotant. En fait, les clignotants, on les met plutôt pour ceux qu'on aurait ratés, qu'on n'aurait pas vu, dans un angle mort, par exemple. Au moins, on aura signalé notre intention et ce sera un petit peu plus clair. Et puis, il vérifie aussi des angles morts. Quand on va se rabattre, le rétroviseur n'est pas suffisant, donc jetez un coup d'œil rapide, pour pas perdre d'infos vers l'avant, à proximité immédiate de votre voiture, c'est-à-dire au niveau des portières arrière, en fait. Un petit coup d'œil rapide et sans se retourner comme on apprend à l'auto-école, c'est pas forcément nécessaire, juste pour supprimer le risque de se faire surprendre par quelqu'un qui est juste à proximité immédiate de votre véhicule et que vous n'auriez pas vu dans les rétros. Rien n'empêche, si vous ne connaissez pas le rond-point et votre direction, de faire l'entièreté du rond-point sur la voie extérieure, mais là encore, en signalant vos intentions aux autres, c'est-à-dire clignotant gauche tant qu'on tourne et clignotant droit quand on sait où on va sortir. Une fois ça fait, on limite le risque lié au rond-point. Alors pourquoi ça pose tant de débats? Tout simplement parce que certaines personnes, les permis les plus récents ont été formés à ce genre d'infrastructure, et puis certains autres, les permis un peu plus anciens, sans parler du début du siècle, juste quelques années de plus, n'ont pas été formés, et donc ont appris sur le tas. Et puis chacun se fait son petit propre code de la route au fur et à mesure de l'expérience. Donc à retenir, essayez d'être systématique dans l'usage des clignotants, d'être rigoureux sur le placement dans le rond-point, et de bien observer rétro, mais aussi angle mort, et avec ça, vous limitez le risque de collision dans des ronds-points. Quelques cas particuliers, la plupart sont régis par des céder le passage, comme ici sur l'illustration. Il existe quelques rares exceptions où la priorité est à ceux qui rentrent sur le rond-point, où je pense à la place de l'Étoile par exemple. Mais c'est exceptionnel aujourd'hui. On est plutôt dans ce cas-là aujourd'hui. On poursuit donc la réponse sur un rond-point pour aller tout droit. Il est préférable de rester sur la voie de droite. Eh bien oui, effectivement, c'est la recommandation. On voit effectivement que la situation des ronds-points a donné pas mal de commentaires sur le chat où chacun a pu commenter les différentes situations auxquelles ils étaient confrontés, soit en rentrant dans le rond-point, soit à l'extérieur du rond-point, ou la mise en place de clignots ou pas de clignots. Donc, effectivement, des fois, c'est compliqué à certains d'entre nous de rentrer ou de sortir d'un rond-point sans bien entendu occasionner un accident et sans occasionner non plus des bouchons, parce qu'effectivement, les bouchons aussi sont d'actualité avec toutes ces manœuvres. C'est vrai. Alors, je vois des remarques des conducteurs de camping-car. Effectivement, pour les poids lourds, il y en a peut-être parmi vous qui ont des gros camping-cars au-delà de 3,5 tonnes. Pour l'ensemble des poids lourds, on a l'obligation de rouler voie extérieure, tout simplement parce que du fait du gabarit, des angles morts, du fait qu'on va avoir un déport éventuel sur les deux chaussées, du fait de la longueur et de la largeur, eh bien, il est plus sécurisé de rouler que à l'extérieur. C'est ce que font aussi les poids lourds de transport, admettons. Et en plus, ils nous indiquent où qu'ils aillent dans le rond-point, à droite, tout droit ou à gauche, en entrée de rond-point, le clignot gauche, pour dire qu'ils vont sans doute déborder sur la voie intérieure du fait de leur gabarit. Alors ça, c'est une règle qui est spécifique aux poids lourds. On continue. Il y a une remarque aussi de Catherine qui pensait qu'il y avait une priorité à droite sur les ronds-points. Alors, dans l'immense majorité des cas, c'est non. C'est priorité à ceux qui sont dans l'anneau, avec céder le passage à ceux qui vont rentrer dans l'anneau. C'est vraiment aujourd'hui 95% des cas. Quelques exceptions malgré tout, la plus connue étant la place de l'Étoile à Paris, où là, effectivement, on a bien une priorité à droite. Mais c'est extrêmement rare aujourd'hui. On continue avec la 10e question. Sur chaussée éclairée hors agglomération, je suis en dehors de la ville, je peux ne mettre que les feux de position, oui ou non?
Alors, petit tableau récap de l'utilisation des feux. Hein, je vois dans le chat que beaucoup oublient les clignotants. Effectivement, on devrait être systématique dans l'usage des clignotants, puisque c'est vraiment notre intention, notre communication, et ça fait partie d'un bon partage de la route. Eh bien, un bon éclairage, ça fait aussi une bonne vision et le fait d'être vu. Donc, petit rappel, en ville éclairée, on peut ne rouler qu'en feu de position, mais seulement en ville éclairée. Et je vous conseille de privilégier quand même les feux de croisement. En ville non éclairée, évidemment, feu de croisement, voire feu de route. L'intérêt des feux de route, c'est qu'ils éclairent plus loin, et donc vous nous donnez un cône de vision net bien plus important. Une trentaine de mètres pour les feux de croisement, une centaine de mètres minimum, c'est ce que dit le code de la route, pour les feux de route. Donc quand on se déplace à 70 km/h, admettons, on va faire environ 20 mètres par seconde. Et donc quand je roule en feu de croisement, j'éclaire environ à 30 mètres, eh bien ça correspond peu ou prou à mon temps de réaction. Donc entre le moment où je vois une difficulté au bout des faisceaux de phare et le moment où je suis dessus, j'ai quasiment rien eu le temps de faire. Alors que quand je suis en feu de route, j'ai 100 mètres de vision nette vers l'avant, au minimum, et donc je me retrouve à la même vitesse avec 3-4 secondes de vision nette vers l'avant. Donc je vous invite, dès lors que vous ne gênez personne, à rouler en feu de route. Et puis aussi à bien faire régler vos phares, évidemment, des phares bien réglés et bien nettoyés. C'est vrai que nos voitures sont sales en ce moment assez vite, les chaussées sont humides, il y a des feuilles, beaucoup de projections. Je vous invite à bien nettoyer vos phares assez régulièrement. C'est la garantie d'avoir une meilleure vision aussi. On peut avoir les meilleures technologies, si la voiture est sale, ça n'éclairera pas terrible. Y a-t-il une possibilité pour faire réviser les phares? Alors, les réglages des phares, ça peut être assez simple. On peut le faire devant chez soi. Vous prenez un repère sur votre porte de garage, par exemple, pour ceux qui ont la chance d'avoir un repère, un mur devant vous. Et puis, en fonction de la charge, par exemple, on va avoir peut-être une petite molette de réglage. Et puis, sinon, on fait appel à son garage, tout simplement, puisqu'en général, les réglages du bloc phare sont relativement peu accessibles sur les voitures modernes. Donc une petite visite lors de la révision annuelle par exemple, ou juste une petite visite rapide au garage ou dans un centre auto, c'est pas une dépense qui est très élevée. Ça peut valoir le coup par exemple juste avant l'hiver de faire une petite vérif. On rappelle qu'au contrôle technique, le mauvais réglage des feux anti-brouillard, c'est la première cause de contre-visite. Ou de remarques en tout cas, puisque c'est pas lié à une contre-visite. Tout simplement parce qu'ils sont fixés sur des parties molles, le pare-choc, et donc ça a tendance à bouger. Donc petite vérif régulière, centre auto ou garage, c'est pas très coûteux et ça aide à rouler en sécurité. Une personne, Marie-Christine, nous demande si j'ai des phares opacifiés, est-ce qu'elle est en infraction? Alors, tout dépend du niveau d'opacification, mais c'est vrai qu'avec les nouveaux phares en polycarbonate, au bout de quelques années, on voit la vitre qui jaunit et donc le faisceau n'est plus de bonne qualité. C'est un motif de contre-visite, ça, au contrôle technique, tout simplement parce que la vision est moins bonne. Ça se corrige facilement, soit soi-même avec des kits de ponçage qui marchent très très bien, qui sont pas très coûteux, soit si vous sentez pas de le faire au garage. Et là non plus, c'est pas une opération qui est très coûteuse. Et ça, c'est plutôt le contrôle technique qui va vous le dire, mais vous pouvez vous en rendre compte aussi. Visuellement, ça saute aux yeux des phares qui s'opacifient. Donc oui, à corriger, et c'est pas très coûteux. On continue sur l'usage des feux par temps de pluie, donc feux de croisement, et éventuellement les feux de brouillard avant, en cas de très forte pluie, pour avoir un feu qui est plus visible. En cas de neige, feu de croisement, et puis feu de brouillard avant et feu de brouillard arrière, en cas de chute de neige importante, et puis en cas de brouillard, la même chose. Croisement, brouillard avant, brouillard arrière. On continue. Donc sur chaussée éclairée hors agglomération, je peux ne mettre que les feux de position. Eh bien c'est non. Tout simplement pour avoir une bonne vision et être bien vu, feux de position sont pas suffisants. Une question de Marie-Claude qui nous dit que les feux de croisement en ville sont une cause d'accident car les piétons sont moins visibles et plus aveuglés. Est-ce qu'il y a des études sur ce sujet ou pas? Est-ce que c'est avéré ou pas?
Alors, pas vraiment en fait, hein. Plus on va avoir un éclairage important sur un véhicule, plus on va avoir une vision claire sur les autres usagers, voitures, mais aussi piétons. Ce qui est différent en revanche, c'est que quand on est piéton ou même en vélo, hein, le problème se pose. C'est-à-dire qu'on est à l'air libre, on a une visibilité qui est bien meilleure. Et par exemple, à des horaires de fin de journée comme en ce moment là, un petit peu avant maintenant, à la tombée de la nuit. Eh bien, quand on est piéton, en trottinette ou en vélo, on a encore une bonne perception des reliefs, des distances, etc. Et ce qui est déjà plus le cas en voiture, en fait, hein, parce qu'on a l'effet de masquage du pare-brise, le halo lumineux qui nous gêne, les reflets dans le pare-brise, etc. Et ça, c'est une partie qui est vraiment accidentogène. Euh, donc, on va dire l'éclairage est plutôt une bonne idée. On va limiter les feux de position et rouler en feu de croisement dès qu'on peut. C'est d'ailleurs l'idée des feux diurnes hein, qui sont montés d'origine sur toutes les voitures aujourd'hui pour rendre visible le maximum de véhicules qui roulent sur nos routes. C'est aussi le cas sur les trottinettes. Hein. Je vous rappelle que l'éclairage d'une trottinette est obligatoire hein, pour être homologué et pouvoir rouler en ville. On continue, avant-dernière question. Si un feu tricolore ne marche pas, c'est toujours la règle de la priorité à droite. Oui ou non? Je vous laisse quelques instants. Avec un petit rappel hein, dans l'ordre des signaux prioritaires. Si un membre des forces de l'ordre est là, dans le carrefour, régit la circulation, c'est lui qui a la priorité. S'il n'y a pas de membre des forces de l'ordre, mais que le feu fonctionne, eh bien c'est le feu qui prend le relais. Et puis dernier cas, le feu ne fonctionne pas, il n'y a pas d'agent. Alors là, il y a peut-être un panneau hein, sur le panneau, sur le mât du feu. Et donc c'est le panneau qui va régir, c'est le passage ou une priorité à droite s'il n'y a pas de panneau. S'il n'y a vraiment rien, ni agent, ni feu, ni panneau, eh ben c'est tout simplement le régime de la priorité à droite qui s'applique. Donc si un feu tricolore ne marche pas, eh bien ça va pas être toujours la règle de la priorité à droite. On aura peut-être un petit panneau céder le passage juste en dessous du feu, donc à être bien observé. Petit rappel sur le codage des panneaux. Triangle entouré de rouge, pointe en haut, danger. Rond entouré de rouge, interdiction. Rond, fond bleu, obligation. Carré, panneau d'information. Avec ça, déjà, on peut faire le tri sur pas mal de panneaux, avec une particularité du stop hein, qui a une forme reconnaissable autant devant que derrière quand on voit pas ce qui est écrit dessus. Donc sur la droite, un certain nombre de panneaux que vous connaissez tous assurément, la priorité à droite, hein, la croix, le signe qu'on est prioritaire à la prochaine intersection, hein, la flèche un peu épaisse, le panneau de céder le passage, celui qu'on trouve en entrée de rond-point, le cartouche en dessous qui nous signale où est la prochaine intersection, 150 mètres dans l'exemple, le stop, avec, je vous rappelle, pas de temps limité d'arrêt, hein, de temps minimum d'arrêt, mais un arrêt obligatoire. Et puis ensuite, le losange jaune, route à caractère prioritaire. Ça veut dire qu'à toutes les prochaines intersections, on sait qu'on est prioritaire. Et la même chose qui indique la fin de ce régime de priorité. Et puis, le panneau qui nous indique l'arrivée à un rond-point. Pareil en codage, hein, les couleurs, bon, bleu, vert, ça vous connaissez, les liaisons temporaires ou les zones de travaux en jaune, ça je passe assez vite. Les sections mixtes où on peut avoir un itinéraire sur le réseau secondaire ou un itinéraire autoroutier, et puis panneau bleu, que de l'autoroute. Et donc si un feu tricolore ne marche pas, c'est toujours la règle de la priorité à droite. Eh bien non, il faut être attentif à un panneau s'il existe hein, sur le mât du feu, tout simplement. Et puis pour finir, tous les nouveaux panneaux qui sont apparus ces dernières années, dont un en particulier qui porte, dont la question porte dessus, un panneau de sens interdit dans un carré jaune existe, oui ou non? Effectivement, nous avons pas mal de questions sur les derniers panneaux qui sont apparus depuis ces 10 dernières années. C'est ça. Alors, je vous ai préparé une diapo qui regroupe l'ensemble des panneaux qui sont arrivés justement ces dernières années. Et vous voyez que ça tient sur une diapo. Ils sont pas très très nombreux. Alors, pour répondre à la question, le panneau jaune, fond jaune et sens interdit existe.
sont très très gros, hein, ils sont là pour éviter les contresens sur les voies rapides, les autoroutes, hein, des gens qui s'insèrent à contresens sur une voie de sortie. Juste à côté de lui, une voiture qui disparaît dans des traits, un panneau de danger triangulaire rouge. Alors ça va être dans des zones à brouillard fréquent, par exemple la vallée avec un cours d'eau entre deux montagnes, ou des zones où il y a régulièrement des fumées industrielles qui limitent la vision. Ça c'est nouveau, mais sa signification est assez facile à comprendre. Sur la droite, les panneaux de loi montagne, ça vous en avez certainement entendu parler. Donc des panneaux de zone rectangulaires, ça veut dire avec un début de zone rouge et un fin de zone barré de noir, qui implique d'avoir un équipement hiver, chaussettes, chaînes ou alors des pneus adaptés si vos traversées de ce genre de zone est plus régulière. Pneus adaptés, ça veut dire avec le marquage 3P MSF, qui signifie les 3 petites montagnes avec un flocon de neige dessus. Si ce sigle est présent sur le flanc du pneu, alors votre pneumatique répond à l'homologation loi montagne, hein, qu'il soit 4 saisons ou qu'il soit un vrai pneu neige. Sur la gauche, un petit vélo jaune avec une flèche devant pour aller devant ou pour aller à droite, et la même chose avec un feu. Ça, c'est fait pour signifier la possibilité qu'un vélo s'engage alors que le feu est rouge, avec prudence bien évidemment, hein, pour leur faciliter la circulation dans des zones urbaines denses. On voit ça dans toutes les villes aujourd'hui. Et donc ça signifie, quand on est automobiliste, une attention qui doit être particulière dans toutes les intersections, puisqu'on peut trouver des vélos qui s'engagent, qui traversent ou qui tournent à droite, et ils sont autorisés à le faire, hein. Sur la ligne d'en dessous, des panneaux qui signifient un stationnement régulé en termes de temps. Beaucoup de villes, pour faire tourner un petit peu les parkings, limitent le temps maxi de stationnement. Juste à côté, des nouveaux panneaux, mais que vous connaissez par cœur, liés au radar automatique. Et puis, tous les panneaux carrés, donc d'information juste à côté. La possibilité de circulation à contresens des vélos, hein, dans certaines villes. On en trouve beaucoup en ce moment, toujours dans la même idée, possibilité de circuler plus librement avec ces moyens de mobilité douce. Ensuite, un parking surveillé par vidéosurveillance. Ensuite, un parking mais réservé aux véhicules en autopartage. Ensuite, une voie verte, donc réservée à la circulation des piétons, des cyclistes et éventuellement des nouveaux engins de déplacement motorisés électriques, je pense aux trottinettes par exemple. Ensuite, une zone de rencontre, priorité absolue aux piétons, ensuite aux cyclistes, circulation possible pour les voitures, mais avec une vitesse limitée à 20 km/h. On trouve ça dans des centres urbains très denses, avec beaucoup de piétons, beaucoup de risques piétons. Et puis, dernier panneau, là encore, la signification est relativement simple. Une impasse, sauf qu'il y a une issue pour les piétons ou les cyclistes. Et puis je dirais qu'il m'en manque un dans cette diapo qui est un petit peu plus récent et qui demanderait une petite mise à jour, c'est le panneau de losange pour les voies réservées au covoiturage, hein. Ça y est, c'est mis en place maintenant, on en trouve, je me suis déplacé près de Lyon il n'y a pas très longtemps, et ça y est, c'était en place. Hein, donc attention à ça. Voie réservée au covoiturage, donc un losange, soit sur un panneau, soit sur un panneau à message variable. N'y roulez pas si vous êtes seul dans votre voiture, puisqu'elles sont réservées aux véhicules utilisés en covoiturage, donc plusieurs personnes dans la voiture. Là aussi pour limiter l'impact écologique de notre circulation. Voilà pour les nouveaux panneaux. Et donc pour répondre à la question, un panneau de sens interdit dans un carré jaune existe? La réponse est oui. Donc pour terminer, un petit rappel, hein, vous pouvez compter les points si vous en avez envie. Toutes les réponses, on pourra le remettre si vous le souhaitez un petit peu plus tard pour ceux qui n'auraient pas pu tout lire ou tout noter. Et puis quelques conseils rapides, hein, pour parfaire votre conduite. Identifier plutôt à l'avance, hein, les situations dangereuses. On a vu que tout reposait sur notre temps de réaction, et quand on identifie à l'avance des situations dangereuses, eh bien on peut anticiper, hein, si ça pouvait dégénérer, et donc notre temps de réaction va être bien plus rapide. Donc supposer le risque, hein, plutôt que de ne réagir que à ce qu'on voit, on va essayer de supposer ce qui pourrait dégénérer et du coup s'en protéger.
par une adaptation de l'allure, par le pied au-dessus du frein, pour limiter le temps de réaction, par des distances de sécurité adaptées, etc. Justement, gardez vos distances en toutes circonstances, ça c'est très important, c'est quelque chose qu'on voit peu dans la circulation. Essayez d'avoir une conduite souple, apaisée, qui vous aidera aussi à faire des économies de carburant sans perdre de temps sur vos trajets. Portez une attention particulière aux usagers fragiles, de plus en plus de piétons, de trottinettes, de vélos aujourd'hui dans les centres urbains, plus difficilement détectables. Donc portez une attention particulière. Et puis c'est un espace de partage, la route. Et souvent on a tendance à l'oublier, donc restez concentré, courtois, et ça aide à mieux partager cet espace où souvent l'individualisme est assez roi. Donc bien souvent quand on fait un bon geste, on est relativement récompensé. Voilà, j'espère que cette conférence vous a plu. En tout cas, vous étiez très nombreux à nous suivre. Il y a eu énormément de questions. J'espère que Oui. ceux qui étaient Il y avait beaucoup de questions. Alors, c'est vrai que certains attendaient vraiment de refaire leur code de la route et reprendre tout ce sur quoi ils pourraient éventuellement aujourd'hui poser problème. Alors, désolée de ne pas avoir pu répondre à tout. Vous étiez très, très, très nombreux et beaucoup de questions. Et pour être très honnête, j'avais beaucoup de mal entre les questions et le chat. On va essayer de répondre aux questions qui sont dans le chat si vous voulez bien y répondre parce qu'il faut un technicien pour pouvoir répondre à certaines d'entre elles. Bien sûr. Mais en tout cas, merci de votre participation à tous et à toutes, même si certains ont pu être frustrés. On espère malgré tout que vous avez trouvé des réponses à vos principales questions et que vous allez être de bons futurs conducteurs, nouvelle génération, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, merci David pour cette conférence. On va la clore, même s'il y a encore des choses sur le chat. Merci de noter que ce webinaire, vous pouvez montrer votre satisfaction ou votre insatisfaction, si tel est le cas. Ça va s'afficher quand on va la clôturer. Vous aurez le replay qui sera en ligne directement à la fin et vous sera adressé donc sur votre messagerie. Je vous rappelle également que la documentation est disponible sur l'app. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée à tous et à toutes et belle route pour ceux qui la prendront ce soir en rentrant. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.